On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des mystères les plus fascinants de l'esprit humain, cette petite voix qu'on a dans la tête. D'où est-ce qu'elle vient? À quoi est-ce qu'elle sert vraiment? Et puis, est-ce que tout le monde l'a? Allez, on part ensemble explorer les secrets de notre monologue intérieur. Pour commencer, une question toute simple. Cette voix qu'on peut entendre dans sa tête, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience tellement commune pour beaucoup d'entre nous, et c'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. Eh bien, figurez-vous que cette expérience, elle a un nom scientifique, l'endophasie. C'est un terme qui a été inventé en 1892 par un médecin français, Georges Saint-Paul, pour décrire très précisément ça, le fait de produire du langage à l'intérieur de soi, mais sans aucun son, sans aucun mouvement. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre cette voix intérieure, il faut savoir qu'elle n'est pas uniforme, loin de là. En fait, les chercheurs la décrivent selon 3 grandes dimensions qui varient tout le temps. Alors, ces 3 dimensions, quelles sont-elles? C'est la condensation, la dialogicité et l'intentionnalité. Voyons un peu ce que ça veut dire. La première, c'est la condensation. Il faut imaginer que la parole intérieure, c'est un spectre. D'un côté, on a une voix super développée, on l'entend clairement, elle a une intonation, c'est presque comme si on articulait vraiment les mots. Et de l'autre côté du spectre, la pensée est très très condensée. Là, c'est plus une sensation, un sens abstrait, sans aucun son. C'est un peu comme quand on a un mot sur le bout de la langue. On sait ce qu'on veut dire, le concept est là, mais le mot lui-même n'est pas encore formé. On passe à la deuxième dimension, la dialogicité. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir la différence entre se parler à soi-même et carrément imaginer une conversation. Dans le monologue, c'est simple, il n'y a qu'une seule voix qui se dit « Ah, il faut que je pense à faire ça ». Mais parfois, notre esprit va plus loin et crée un vrai dialogue. On peut imaginer la voix de quelqu'un d'autre qui nous parle. On devient alors à la fois celui qui parle et celui qui écoute en changeant de perspective. Et enfin, la troisième dimension, l'intentionnalité. Il y a une partie de notre parole intérieure qu'on contrôle totalement. On s'en sert pour répéter un discours, mémoriser un numéro de téléphone, planifier sa journée. Mais il y a aussi toute une partie de cette voix qui est complètement spontanée. C'est l'esprit qui vagabonde, une pensée qui tourne en boucle ou ce fameux moment eureka où une idée géniale nous tombe dessus sans qu'on l'ait cherchée. Ok, on a vu comment cette voix fonctionne, mais la question qui vient juste après, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a un mécanisme aussi complexe dans la tête? À quoi sert vraiment l'endophasie? Les chercheurs ont identifié 3 fonctions principales. Environ un quart du temps, elle nous sert pour la communication, par exemple pour préparer ce qu'on va dire. Mais attention, presque la moitié du temps, son rôle est cognitif. C'est un outil pour penser. Et enfin, elle est absolument essentielle pour la conscience de soi. Et quand on dit que son rôle est cognitif, c'est vraiment un super outil, une sorte de couteau suisse pour notre cerveau. L'endophasie nous aide à mettre de l'ordre dans nos pensées, à raisonner, à trouver des solutions à des problèmes, à peser le pour et le contre avant une décision. C'est aussi grâce à elle qu'on arrive à mémoriser des choses, à rester concentré, et surtout à construire l'histoire de qui on est, notre propre récit. Jusqu'ici, on pourrait croire que cette expérience est totalement universelle. Mais attention, une découverte assez surprenante est en train de bousculer un peu notre vision de la conscience humaine. Cette voix intérieure qui nous semble si fondamentale, si essentielle à notre être, est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? La réponse, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est non. Il existe en fait une condition qui s'appelle l'aphantasie. C'est l'incapacité de créer volontairement des images dans sa tête. Et pour certaines personnes, ça va encore plus loin. Ça touche aussi l'audition. On parle alors d'aphantasie auditive verbale. Pour ces personnes, la pensée est une expérience purement abstraite, sans son, sans image, sans aucune sensation. Et attention, ça n'a jamais empêché de penser de manière très complexe. Écoutez un peu ce que disait Albert Einstein. Les mots ou le langage, tels qu'ils sont écrits ou parlés, ne semblent jouer aucun rôle dans mon mécanisme de pensée. Il expliquait qu'il pensait avec des symboles, des images abstraites, et qu'il ne les traduisait en mots qu'après pour pouvoir les communiquer aux autres. Cette découverte, elle nous montre que nos mondes intérieurs sont loin d'être tous pareils. En fait, ils existent sur un immense spectre qui va du silence le plus total à une véritable symphonie de pensée. D'ailleurs, on peut replacer tout ça sur notre toute première dimension, vous vous souvenez, la condensation. D'un côté, on aurait la fantaisie, c'est une endophasie ultra condensée, purement abstraite. À l'extrême opposé, on trouve l'hyperphantasie, où la voix intérieure est si nette, si vive, qu'on a du mal à la distinguer d'une vraie voix. Et entre les deux, il y a l'expérience de la plupart des gens, avec toutes ces variations de clarté. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la pensée n'est pas forcément synonyme de langage. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si penser, ce n'est pas toujours se parler à soi-même, alors, qu'est-ce que c'est, au fond, la véritable nature de la conscience ?